je vais te donner les différentes techniques qui m'ont permis d'atteindre plus de 7 millions d'euros de dette en immobilier. Donc toi, ça va te permettre de dépasser ces fameux 35% de dette, on va revenir dessus. Alors déjà, si tu commences aujourd'hui, tu as 7 heures de productivité par jour. Donc 7 heures de productivité, ça veut dire 7 heures où tu es vraiment en pleine action. Si tu arrives à développer, entre guillemets, ta façon de bosser, tu peux monter à 15 heures de productivité par jour. Donc, il y a des métiers qui te poussent à faire ça. Donc, si tu fais, par exemple, du conseil, si tu es entrepreneur, si tu es dans des métiers qui sont assez structurés, tu peux monter à du 15 heures de productivité par jour. Comme ceux d'entre vous qui ont fait des prépas, on se rend compte que lorsqu'on arrive en prépa, en classe préparatoire de maths, de physique, qu'on a des capacités supplémentaires. On peut travailler d'autant plus comparé à ce qu'on faisait au collège-lycée. Une fois que tu as ça, la problématique que tu as, c'est simplement ton nombre d'heures productives par jour est limité, donc tu as une limite de productivité. Donc ça, c'est le premier palier auquel on est confronté, et nous, on va essayer de se détacher de ça. Parce que si tu peux travailler 10 heures et que tu es rémunéré, on va dire 100 euros de l'heure, tu vas faire 1000 euros. C'est déjà très bien. Si tu augmentes tes capacités, tu peux peut-être être rémunéré comme des avocats à 200, 300 euros de l'heure. Plus tu vas faire ça, plus tu vas augmenter finalement ton taux horaire. Tu peux augmenter un certain nombre d'heures et tu peux augmenter à quel prix tu vends ton taux horaire, mais finalement, tu vas être bloqué à un moment. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est augmenter ça. Comment on va le faire? Donc là, aujourd'hui, tu fais ce montant d'argent, on va essayer de monter à x10, donc x2, x4, x10. Et comment on va faire ça? On va utiliser du leverage. Donc c'est un effet de levier, il y a plusieurs effets de levier qu'on va pouvoir déterminer. Et nous, on va chercher à vraiment faire du x10. Tu peux utiliser quoi comme leverage? Là, si on prend Naval Ravikant, je vous encourage à lire son livre L'Almanach, il y a différents éléments que tu peux prendre en compte. Le capital, la délégation, le code, le média. Le capital, du coup, ça va être d'emprunter de l'argent pour faire travailler cet argent à ta place. Donc, par exemple, si tu gagnes 10% sur 100 000 euros, tu vas gagner 10 000 euros. Si tu gagnes 10% sur 1 million d'euros, tu vas gagner 100 000 euros. Et du coup, nous, on va essayer d'avoir une enveloppe financière plus importante pour gagner plus finalement derrière, même si on a moins de capital aujourd'hui. Deuxièmement, il y a la délégation. Là, ça va être de t'entourer des bonnes personnes pour structurer autour de toi et pour que ce soit géré. Donc, par exemple, si tu as un espace de coworking, tu vas avoir un manager d'espace de coworking. Si tu as une entreprise de formation qui fait 1-2 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vas avoir un directeur qui gère l'entreprise de formation pour toi et ça peut commencer comme ça et ça peut continuer et augmenter. Enfin, tu as le code, ça veut dire de pouvoir automatiser un certain nombre de choses que tu effectues aujourd'hui. Donc là, ce qui marche très très bien, ça va être tout ce qui est finalement l'IA, donc tu peux utiliser des robots sur LinkedIn, tu peux utiliser des robots ou des assistants en ligne pour t'aider à faire ton contenu, etc. Par exemple, tu veux faire des résumés de vidéos YouTube, tu peux utiliser une IA qui va te résumer ça, tu peux en utiliser une autre qui va t'expliquer comment apprendre ça. Enfin, tu vas avoir le média. Le média, ça va être de communiquer finalement ce que tu apprends aujourd'hui au jour le jour dans ta vie et de pouvoir toucher un maximum de personnes en avançant. Donc là, ça peut être ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai fait avec mon livre La retraite à 40 ans et ce que je peux faire tous les jours sur LinkedIn. Donc on avance. Nous, on va vraiment se focaliser sur le capital. Le capital, on va parler de la dette. La dette, c'est comme la voile d'un bateau. Donc disons aujourd'hui, tu as un petit bateau. Tu n'as pas de voile finalement, c'est comme si tu n'avais pas d'investissement. Si tu n'as pas d'investissement aujourd'hui, tu n'es pas en train de capitaliser tous les mois, tu n'es pas en train d'encaisser des loyers tous les mois, tu n'es pas en train de rembourser un emprunt tous les mois et tu ne génères pas d'argent supplémentaire. Donc si aujourd'hui tu n'as pas ça, ton bateau, tu n'as pas de voile, tu t'avances à 0 km/h et ton objectif en fait tu ne vas jamais l'atteindre d'un point de vue financier. Disons que tu fais maintenant un investissement, donc là tu as ta petite voile qui avance, tu as ton mât qui augmente un petit peu, tu avances à 10 km/h grâce à ta voile, ça va te prendre 10 ans finalement pour atteindre ton objectif, c'est-à-dire qu'en 10 ans tu vas gagner finalement le montant qui t'intéresse. Si tu augmentes encore, que là tu fais un x2, donc là tu as une voile plus grande, tu as un mât qui est plus grande, tu vas avancer à 20 km/h et en 5 ans tu vas atteindre ton objectif et là, hop, si tu continues à lever encore plus de dettes, finalement tu vas pouvoir faire un x10, là tu auras une très très grosse voile, tu auras un très gros mât et là tu vas avancer à 100 km/h par an et en un an finalement tu vas atteindre ton objectif et tu peux continuer comme ça à augmenter et la dette c'est exactement ça, c'est une voile qui augmente de superficie avec un mât qui augmente de superficie. Là il faut faire très attention parce que ta dette, si tu vas dans la bonne direction effectivement tu vas aller très bien et ça va très bien fonctionner, donc disons que tu as l'océan en face de toi, tu pars de New York, paf, tu fonces, tu vas tout droit, tu peux arriver jusqu'aux côtes de la France. Par contre, si tu vas dans la mauvaise direction et que tu fonces sur une île, et ben en fonçant à 10 km/h, bon, ton bateau, il va prendre un petit coup, ça va survivre, mais par contre, en fonçant à 100 km/h, là, tu as le crash. C'est exactement la même chose avec la dette. Par exemple, si vous utilisez la dette sur la bourse, vous pouvez utiliser des effets de levier. Là, attention au crash, attention, il suffit d'avoir si vous faites un effet de levier x2, c'est-à-dire que vous investissez 100, mais en réalité, vous investissez 200, il suffit d'avoir une baisse de 50% du cours pour finalement ne plus avoir d'argent. Dans l'immobilier, c'est à peu près pareil. Plus vous allez augmenter votre dette, si à un moment, vous avez plusieurs sujets et plusieurs pépins qui se passent en immobilier, effectivement, là, vous êtes dans des situations compliquées. Du coup, ce qu'on va voir, c'est que la première étape, nous,
pour que ça fonctionne, une fois qu'on sait ça, il y a une pyramide. On va commencer, la base, ça va être de faire des investissements avec cash flow positif, ou une trésorerie positive, c'est-à-dire que quand vous faites un investissement, cet investissement ne va pas vous coûter tous les mois. Ça, c'est il y a deux façons de le faire. Donc ça, c'est la base. Et dès que vous investissez de l'argent, finalement, vous allez récupérer plus d'argent que ce que vous avez investi. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une activité qui gère du cash. C'est possible de faire beaucoup d'immobilier si vous générez beaucoup de cash d'un côté et que vous l'injectez dans l'immobilier. Ça peut fonctionner. Ou sinon, de l'autre côté, il faut vraiment faire des investissements qui vont vous générer du cash day one, même en ayant emprunté la totalité de l'investissement. C'est ce dont on va parler derrière. Après, vous allez pouvoir faire démultiplier les investissements à titre personnel. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Vous avez plein de techniques à titre personnel pour démultiplier l'endettement. Après, vous allez sûrement passer en entreprise pour augmenter votre capacité d'endettement. Et enfin, utiliser des méthodes exotiques. Donc là, je vous parlais de la majeure partie des méthodes que j'ai utilisées et que vous allez pouvoir utiliser pour continuer à vous endetter. On commence sur la première partie. La première partie, ça va faire des investissements avec cash flow. Donc, vous commencez aujourd'hui, vous n'avez pas d'immobilier, vous allez vouloir faire un investissement immobilier et au fur et à mesure, vous allez vouloir faire, une dizaine d'investissements immobiliers. Vous allez augmenter en termes d'investissement. Comment ça marche? On va prendre un exemple concret. Vous avez un appartement, vous avez un immeuble avec 2 appartements, un appartement avec 450 € de loyer et 30 € de charge, un autre avec 475 € de loyer par mois et 30 € de charge. Si vous faites ça l'année, ça vous fait 12 666 € de loyer, charges comprises, et vous allez enlever toutes les charges. Nous, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est lorsque vous faites cet investissement-là, il reste quoi à la fin? Vous allez enlever les charges courantes, donc 840 €. Donc là, ça peut être l'eau, ça dépend ce qu'il y a compris dans les charges, mais ça pourrait potentiellement être le chauffage en fonction de comment vous louez votre logement. Vous allez avoir la taxe foncière, donc là, c'est la taxe quand vous êtes propriétaire. Vous allez avoir l'assurance P&O, c'est l'assurance lorsque vous êtes propriétaire. Suite à ça, on va enlever tout le financement. Tout financement, ça veut dire que vous mettez 0 pour faire l'investissement et acheter l'immeuble. Et là, dans ce cas-là, vous avez tous les mois, toutes les années, 6 670 € d'emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire un emprunt à 110%? On va y aller juste après, mais avant, si on regarde concrètement, vous avez votre loyer, moins vos charges, moins votre financement, il vous reste à l'année 3 650 €. Si on le fait au mois, ça fait 1 055 € de loyer par mois et il vous reste à la fin 304 €. C'est-à-dire que vous faites un investissement, vous mettez 0 de votre poche et tous les mois, vous enrichissez de 304 € en cash flow, c'est-à-dire en excédent de trésorerie. Sur votre compte bancaire, il vous restera tous les mois 304 € en plus. Donc le premier mois, 304, le deuxième mois, il vous restera 608. Alors là, on va faire un petit détour sur l'emprunt à 110%. Aujourd'hui, c'est assez connu, la majeure partie d'entre vous le connaissez, mais on va juste le revoir. Un emprunt à 110%, c'est quoi? Quand vous achetez un bien, vous avez le prix du bien. Donc, par exemple, vous achetez un immeuble, il est à 100 000 €, c'est 100 000 €. Vous avez potentiellement des frais d'agence, des travaux. Et attention, là, vous avez des frais bancaires hypothèques. C'est-à-dire que lorsque vous allez financer le bien, il va y avoir généralement 2% de la valeur du bien qui va servir à faire une hypothèque. C'est-à-dire que la banque, finalement, si vous ne remboursez pas, la banque va pouvoir vous saisir votre bien. Et ça a des coûts. Et enfin, les frais de notaire, en France, c'est globalement 8%. Ça dépend du montant du bien. Mais grosso modo, c'est 8% du prix du bien. Et ça fait le coût total de votre projet. Du coup, si on met des travaux à 0 et des frais d'agence à 0, à quoi ressemble finalement le coût total du projet? Ça va être le prix du bien plus les frais de notaire plus les frais bancaires. Et les frais de notaire, c'est 8% du bien. Les frais de notaire, c'est 2%. Donc en fait, si vous faites le calcul, coût total du projet, c'est 100% du prix du bien, plus 8% du prix du bien, plus 2% du prix du bien. Et du coup, ça fait 100%, plus 8, plus 2 du prix du bien. Du coup, ça fait 110% du prix du bien. Et c'est pour ça qu'on dit que le coût, quand on fait un financement, on fait du 110% du prix du bien parce qu'on va chercher à emprunter ces frais qui sont associés. Par exemple, si vous avez un bien à 100 000 €, il faut quand même vous dire que c'est 10 000 € de frais supplémentaires qu'on va essayer d'aller chercher. C'est des frais qui sont totalement perdus. Les frais de notaire ne vous apportent rien et les frais bancaires ne vous apportent strictement rien. On va arriver à l'emprunt à 110%. Votre emprunt, c'est ce qui est à droite ici. Il y a le prix du bien et tout ce qui est au-dessus, les frais de notaire et bancaire, c'est les 10% supplémentaires. Donc là, vous avez l'emprunt à 110%. Si on ne peut pas emprunter ces 110%, on va se rendre compte qu'il faut mettre d'autant plus de cash. Le moins vous pouvez emprunter d'argent, le plus vous allez avoir de restendu, le plus vous allez devoir mettre de cash tous les mois. Par exemple, si vous faites un emprunt avec 10% de frais notaires et de frais bancaires et que le bien est à 100 000 €, il va falloir mettre 10 000 € rien que pour couvrir ses frais. Et du coup, si vous en faites 10, il va falloir mettre 100 000 €. Donc nous, on va chercher à limiter ça et à faire du 110%. Aujourd'hui, lorsque je fais la vidéo, on est en 2025. Pendant 2-3 ans, il y avait quasiment plus la possibilité de faire du 110%. Là, aujourd'hui, les banques refont du 110% dans certains cas. Alors, on va regarder aussi qu'est-ce qui se passe et comment ça évolue avec un exemple concret sur un bien. Donc là, par exemple, vous avez un prix d'un bien qui est à 72 000 €, vous avez des travaux pour 21 000 € et vous avez les frais associés, donc notaire et les frais
de notaire et les frais d'hypothèque sont à 6 760 euros. Donc ça vous fait 100 000 euros de coût total d'invest. Et maintenant, on va rajouter le financement, c'est-à-dire que vous allez emprunter du coup toute cette somme auprès de la banque. Et à quoi ça va ressembler? Vous avez un coût total de projet qui va passer à 131 648 euros. Pourquoi? Parce que dedans, on va retrouver les intérêts de votre emprunt qui vont représenter 24%. Les assurances emprunteurs, ça va représenter 2 000 euros. Et les frais dont on parlait juste avant, donc la frais de notaire et hypothèque, ça représentait 5%. Et finalement, le prix du bien représente seulement, avec les travaux, représente seulement 71% de la totalité. Tout ça, si vous faites un emprunt pour emprunter ça, ça va vous faire 556 euros par mois si vous êtes à 2,93 euros sur 20 ans avec 0,6 d'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, on pourra en parler, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre condition physique et ça dépend des banques et les taux sur 20 ans évoluent en fonction des éléments. Du coup, vous avez 71% de cette somme-là, finalement, ça correspond à votre bien et du coup, tous les mois, vous allez réellement vous enrichir d'un point de vue patrimonial de 395 euros par mois. Donc non seulement vous allez avoir du cash flow, l'excédent de trésorerie qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi vous allez avoir ce gain en patrimoine. Du coup, avec un investissement comme ça, combien vous gagnez tous les mois? Vous gagnez 304 euros de cash flow, puis vous gagnez 395 euros de patrimoine, ça vous fait 699 euros par mois. Donc vous enrichissez de 699 euros par mois. Il faudra qu'on voit ensemble, en fonction de comment vous détenez le bien, quels seront les impôts, mais aussi quels seront les impôts au moment de la cession. C'est-à-dire que là, vous avez du patrimoine qui augmente. Potentiellement, à la fin, vous avez votre bien, du coup, qui est d'une valeur à peu près, c'est ce qu'on a vu ici, de 93 000 euros. S'il prend en valeur par rapport aux travaux que vous avez faits, qui est une évolution dans le temps, à la fin, lorsque vous allez céder, c'est possible d'avoir 0% d'impôt quand vous cédez. Et il y a des dispositifs fiscaux qui vont, par contre, vous demander d'avoir une fiscalité à la fin. Une fois que vous avez fait ça, on peut aller jusqu'au scale à 100 000 euros par mois. Votre scale à 100 000 euros par mois, c'est simplement démultiplier ce type d'investissement. Donc là, on a pris un investissement de base qui était dans l'ordre de 100 000 euros. Vous pouvez exactement trouver les mêmes types d'investissements à 200, 300, 500 000, 1 million d'euros directement. Donc au lieu de faire 10 investissements à 100 000 euros, vous pouvez en faire un seul à 1 million d'euros. Le nombre d'investissements, c'est ce que vous avez ici. Donc là, on en fait 1, 2, 3, etc. jusqu'à 200. Les cash flows par mois, c'est exactement ce qu'on a calculé. Donc quand vous en faites 1, vous avez 304. Quand vous en faites 2, vous avez 608. Quand vous en faites 200, vous avez 60 800 euros par mois. Le patrimoine par mois, c'est ce que vous gagnez d'un point de vue patrimonial. Donc il y a le cash flow ici, là il y a le patrimoine, 395 pour 1, et si vous en avez 200, 79 000 euros à peu près. Le gain total par mois, c'est l'un plus l'autre, donc 700 euros par mois quand on commence, et quand on est à 200, on arrive à 140 000 euros. Et votre patrimoine brut, donc là c'est 93 000 euros quand vous en faites 1. Et si vous en faites, alors pourquoi c'est 93 000 euros encore une fois? Parce que nous, on va prendre en compte simplement le bien avec les travaux ou le bien tout court. Quand on prend le bien avec les travaux, il faut vraiment que les travaux soient valorisés. Et à la fin, si vous en avez 200, vous avez 18 millions de patrimoine, presque 19 millions de patrimoine. Donc si on fait ça avec des investissements qui sont à cash flow positif, ça fonctionne, c'est bien. Par contre, attention, si on veut faire la même technique avec des cash flows négatifs, donc là par exemple, si vous achetez la plupart des appartements qui sont à Paris, la plupart des appartements qui sont dans le centre de Lyon, et que vous les exploitez tout court et que vous les louez tels quels, il y a très forte chance que vous soyez en cash flow négatif. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un investissement avec un cash flow négatif, c'est-à-dire qu'une fois que vous enlevez tout, parce que vous l'avez acheté très cher par rapport à combien vous pouvez le louer, vous allez avoir 200 euros de perte de cash flow. Et la problématique, elle se passe en bas, en besoin de cash. Vous faites un invest 200 euros par mois, la majorité d'entre vous, vous allez être capable de mettre 200 euros par mois. Sauf que sur la durée de période de détention du bien, c'est 48 000 euros finalement, qui seront à apporter dans ce bien-là. Alors attention, parce que généralement dans le temps, on a les loyers qui sont réévalués, donc assez lié à l'inflation, donc finalement ces 48 000 euros risquent de ne pas être exactement ça, risquent d'être inférieurs. De l'autre côté, si on en a 2, on passe à 400, et là vous passez à 10, vous êtes à 2 000 euros par mois. Donc là vous mettez une pression supplémentaire pour pouvoir finalement faire ces investissements. Si vous montez à 200 investissements, vous êtes 40 000 euros par mois en négatif. Du coup là, pour la majeure, très grande partie d'entre nous, ça va être compliqué de faire face à 40 000 euros par mois. Donc quand on a du cash flow négatif, soit, alors ça nous permet d'accéder à d'autres types d'investissements, comme des appartements qui sont à Paris, etc., sauf que soit vous avez un business en face qui va vous permettre d'injecter de l'argent, soit ça va devenir très compliqué pour la majeure partie d'entre nous. Et si on continue, on arrive au moment où comment on peut faire pour emprunter autant. Donc là, vous avez vu le système, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a regardé ce que ça voulait être, ce que ça voulait dire, un investissement à cash flow positif et les investissements à cash flow négatif et les enjeux. Vous avez plusieurs méthodes. Les méthodes, il y a les cas simples, le scale du locatif en perso, il y a l'entreprise et après, il y a les méthodes exotiques. On va regarder ça ensemble. Les cas simples, vous avez une règle qui vient de l'HCSF. L'HCSF, c'est finalement l'organisme qui va déterminer les règles autour de l'emprunt que les banques doivent respecter. Les règles qu'on a aujourd'hui, c'est que vous pouvez rembourser mensuellement jusqu'à 35%
de vos revenus. Donc vous prenez vos revenus, par exemple 1000 euros, vous faites x 35%, ça fait 350 euros. C'est ce que vous pouvez rembourser tous les ans. Après, vous pouvez emprunter jusqu'à 25 ans. 25 ans, c'est pour votre résidence principale et vous pouvez avoir 2 ans de différé supplémentaires pour faire des travaux ou principalement pour faire des travaux en général. Et enfin, la banque, pour 4% des dossiers, elle peut sortir de ses règles et sortir des 35%. Les 4% des dossiers, et pour 16%, ça peut être pour les résidences principales, ça peut sortir aussi. Ce que ça veut dire, c'est que, grosso modo, nous, aujourd'hui, les règles sur l'investissement locatif, c'est du 20 ans. C'est pas du 25, c'est du 20 ans. Et on va pouvoir monter jusqu'à ces fameux 35%. Sauf qu'il y a des règles supplémentaires qui sont prises en compte. On va déjà regarder les règles simples. La première, le cas le plus basique. Alors je pense que c'est celui-là. Combien vous pouvez emprunter sans loyer pour une résidence, sans emprunt, sans loyer pour une résidence principale? Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, vous gagnez 3 000 euros, on va faire 35% des 3 000 euros, ça fait 1 050 euros, et on va regarder quel est le montant possible avec les durées d'emprunt qui sont accessibles aujourd'hui. Pour trouver ce montant-là, vous pouvez aller directement sur Meilleur Taux, et si vous regardez sur Meilleur Taux, on va vous donner les taux d'aujourd'hui. Donc ici, le montant d'emprunt possible, c'est 221 000 euros, 420 sur 25 ans. On peut emprunter sur 25 ans pour sa résidence principale. L'apport nécessaire, c'est 10%. Les banques, généralement, vous demandez ça. De temps en temps, il y aura la possibilité de ne pas faire de pas mettre ces 10%, de faire du 110%. Mais dans pas mal de cas, il y aura quand même ces 10% qu'on va pouvoir récupérer avec certaines autres techniques. On avance, ça c'est le cas principal. On va passer au cas 2, cas sans emprunt, sans loyer pour un investissement locatif. Donc là, imaginez que vous habitez à titre gracieux chez vos parents et que vous voulez faire un investissement locatif, ou que vous habitez à titre gracieux chez votre copain, chez votre copine, et que vous allez faire un investissement locatif. Là, ce qui va être fait, c'est qu'on va prendre vos 3 000 euros, pareil, 35%, et on va regarder combien vous pouvez emprunter sur 20 ans cette fois-ci. Donc au lieu de pouvoir emprunter 221 000 euros, là vous serez à 189 000 euros, et il y aura cette règle des 10% d'apport, donc 18 000 euros à mettre dessus. Généralement, on va pouvoir éviter de mettre ces 10% d'apport, mais pour aller voir une banque, c'est quand même mieux d'avoir ces liquidités-là et de pouvoir négocier avec la banque derrière. Le cas numéro 3, c'est avec emprunt résidence principale ou crédit ou crédit conso. Donc les crédits conso, ça peut être certains d'entre vous qui ont fait des emprunts pour financer leurs écoles, pour financer les voitures, et sinon c'est un emprunt pour la résidence principale. Là, dans notre cas, on va avoir 3 000 euros toujours de revenus, on va avoir 35% des 3 000, donc c'est 1 050, et tout de suite, on va avoir les mensualités d'emprunt en cours pour la résidence principale ou le crédit, et c'est 500 euros. Et en fait, on va prendre du coup les 1 000 euros qui sont possibles. Donc, on peut rembourser tous les mois 1 000 euros. On va enlever 500 euros. Il nous restera 555 euros. Et on va regarder combien on peut emprunter avec 551 euros. 550 euros sur 20 ans. Ça vous fait 100 000 euros presque. Et 10%, ça vous fait 9 000 euros d'apport potentiel. La dernière technique, c'est avec loyer ou une résidence principale. Ça revient à la même chose. C'est exactement les mêmes calculs que précédemment si vous avez un loyer ou une résidence principale à 500 euros. Donc là, on a vu les cas basiques en perso avec la fameuse règle des 35%, et là on se dit qu'on est bloqué. Alors ce qu'il faut savoir, en réalité, le scale du locatif, c'est qu'il y a une règle qui s'applique, et c'est ce fameux tableau-là qui est juste en dessous. Ce qu'on va faire, c'est la banque finalement va prendre une partie de vos revenus locatifs et va les ajouter à votre revenu. En réalité, les banques vont prendre soit 70%, soit 90% de vos revenus qui vont être issus du futur investissement locatif, vont les ajouter à votre revenu, et là vont calculer les 35%. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc là, on va faire un investissement avec une rentabilité brute de 10%. La rentabilité brute de 10%, ça veut dire que le montant total de l'invest fois 10%, ça vous fait votre loyer annuel. Donc vous divisez par 12 et ça vous fait votre loyer mensuel. Dans le cas où aujourd'hui vous gagnez 3 000 euros et vous n'avez pas d'investissement locatif, vous pouvez emprunter, et vous avez par contre une résidence principale ou un emprunt déjà actuel de 500 euros, vous pouvez emprunter 99 000 euros. Si vous faites un investissement, là vous allez avoir en loyer mensuel 826 euros. De ce loyer mensuel-là, la banque va prendre 90%, donc 743 euros. Et du coup, pour pouvoir emprunter, vous allez avoir 3 743 euros qui vont être pris en compte par la banque pour calculer votre capacité d'endettement. Lorsque vous avez ça, on va faire 35% de cette somme-là, on va arriver à 1310 euros. Là, aujourd'hui, vous avez déjà votre emprunt pour votre résidence principale de 500 euros. Du coup, il va vous rester 550 euros que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez pouvoir utiliser il va vous rester 760 euros. Ces 760 euros, vous allez arriver à 137 000 euros et il vous restera un petit peu de capacité d'emprunt.
Le calcul, c'est quoi? Vous avez les 1300, vous enlevez votre résidence principale, vous enlevez l'emprunt qui vous a permis de faire cet investissement-là, et vous regardez ce qui vous reste. Du coup, après, vous allez refaire un autre investissement derrière, qui va être le restant finalement. Là, vous êtes qu'à 14%, on va essayer d'arriver à 35%. Vous faites un deuxième investissement un petit peu plus inférieur. Donc là, vous faites un deuxième investissement inférieur à 100 à 64 000. Vous faites un autre investissement parce qu'il vous reste 30 000, etc. Vous continuez. Et vous faites la simulation comme si vous faisiez plein de petits investissements jusqu'à la fin. Finalement, vous ne pouvez plus quasiment faire d'investissement. Vous êtes à 35% de votre endettement et vous allez regarder quel est le montant total. Donc ici, ça va être 359 000 euros. Plus vous allez emprunter, plus vous allez pouvoir emprunter. Et vous allez faire un multiple de 3 par rapport à ce que vous pouvez réaliser. Ça, c'est la technique en perso. Donc là, vous allez acheter un bien en direct. Quand on parle en perso, c'est vous allez, par exemple, acheter un bien, le détenir vous et pas au nom de quelqu'un d'autre. Après, vous avez les investissements en entreprise. Les investissements en entreprise, vous en avez deux. La première, c'est vous allez créer une entreprise qui va permettre de détenir de l'immobilier. Généralement, on fait ça avec une entreprise particulière, qui est une société civile, qui en plus est restreinte à l'immobilier. D'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent, faire une entreprise civile suffit. Vous n'êtes pas obligé de limiter l'activité à l'immobilier. On regardera ça une autre fois. Généralement, ce que vont faire les banques, c'est regarder combien vous avez de cash et elles seront OK pour vous prêter l'équivalent, c'est-à-dire vous allez avoir 25 000 euros en cash, ce sera 20% du montant total. Si votre investissement est en cash flow neutre avec cet apport, du coup avec 25 000 euros, vous allez pouvoir obtenir 125 000 euros. Dès que vous avez du cash, vous allez pouvoir continuer à emprunter. Attention, ça ne marche que si l'investissement est en cash flow neutre à la fin de ça. Et après, vous allez avoir la démultiplication des SCI. Et là, le fonctionnement, c'est la plupart des banques sont OK pour vous multiplier les SCI finalement avec cette technique de l'apport. Et vous allez pouvoir augmenter le nombre d'investissements au fur et à mesure. Vous allez pouvoir monter à 5, 10 millions d'euros d'investissement. Il y a plusieurs conditions qui vont rentrer avec les banques. C'est que vous soyez un beau profil, que vous ayez du cash et aussi que la banque soit OK pour vous accompagner à faire plusieurs investissements. Attention, quand on commence, ça va. Plus on avance, plus on a de biens immobiliers, moins les banques vont vouloir travailler avec nous. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus compliqué de comprendre ce que vous avez. Il va falloir à chaque fois étudier toutes les SCI, etc. Là, ça dépend vraiment de votre partenaire bancaire. Les partenaires bancaires vont vous parler de deux choses. Donc, vont vous parler de votre encours, c'est-à-dire l'argent que vous devez à la banque. Et au bout d'un moment, la banque ne pourra plus vous prêter parce qu'elle aura trop de risques sur vous. Et aussi le droit de délégation, c'est-à-dire à partir de combien la banque peut facilement vous faciliter l'octroi de crédit ou sinon ne pas vous donner de crédit. On avance après sur les méthodes les plus exotiques. Donc là, il y en a plein. Alors, on va pouvoir faire... par exemple, disons qu'au bout d'un moment, vous voulez faire des investissements immobiliers, vous allez pouvoir nantir votre apport. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un apport pour faire un investissement immobilier, vous allez pouvoir demander à la banque de mettre cet argent sur un compte qui sera souvent passé en bourse et dans des produits proposés par la banque pour obtenir finalement un financement immobilier à côté. Ça, c'est le nantissement de l'apport. Vous avez une autre technique qui est le nantissement d'action. Si aujourd'hui vous avez un PEA, une assurance vie ou un compte titre, vous allez pouvoir aller voir la banque et lui dire écoutez, j'ai 100 000 euros, 200 000 ou pourquoi pas 1 million d'euros sur mon compte titre, j'aimerais bien le nantir pour obtenir un prêt équivalent. Si vous êtes aujourd'hui, donc là en 2025, si vous êtes placé par exemple en obligation d'État française ou européenne, ce que va vous proposer la banque, c'est généralement 80% de la somme. Donc vous avez 1 million, elle va vous octroyer un prêt de 800 000 euros. Vous allez pouvoir acheter de l'immobilier et là, elle va reprendre une hypothèque sur l'immobilier. Une autre technique, c'est le nantissement du bien. Là, vous pouvez faire cette technique une fois que vous avez fait des investissements. Donc moi, par exemple, mes premiers investissements aujourd'hui sont remboursés et je peux nantir mes biens pour obtenir l'équivalent en dette et faire d'autres investissements. Donc là, si j'ai un bien qui vaut 500 000 euros, la banque sera OK pour me nantir ce bien-là, donc remettre une hypothèque dessus pour 500 000 euros et me reprêter 500 000 euros pour faire un autre investissement. Enfin, vous avez l'entreprise. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez... Alors, c'est pas l'entreprise exactement ici, c'est trouver des partenaires. Vous allez pouvoir vous associer avec des personnes qui ont déjà des capacités d'endettement et le faire sous le biais d'une entreprise. Donc si par exemple, moi j'ai encore 300 000 euros de capacité d'endettement, je vais m'associer avec vous et vous allez m'aider à faire identifier le bien, faire la gestion, je peux vous donner 30% du montant du bien et moi garder 70% et on sera associé dans une SCI-LIS et c'est moi qui vais porter finalement l'endettement. SCI-LIS ou autre type d'entreprise SCI-LIR. Dépasser l'endettement SCI à l'IS, donc c'était un peu la même chose que ce que je viens d'expliquer. Il y a aussi endetter son business. Au bout d'un moment, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalement créé un business qui générait assez d'argent pour pouvoir ensuite aller acheter les locaux d'activité de ce business-là. Donc j'avais un espace de coworking dans le 15e à Paris et l'activité fonctionnait très bien, générait 80 000 euros par an de bénéfices et du coup j'ai pu m'endetter pour acheter un immeuble conséquent en millions d'euros pour reproduire la même activité un petit peu plus loin.
Donc là, on a vu ensemble de façon assez brève mais assez complète. Il y a tout un outil que je peux vous partager et qui est sur Excel qui vous donne tous les calculs que je pourrais vous partager. Vous avez les informations en lien au-dessus. Et si ça vous intéresse, vous pouvez venir donc avec nous. Ce qu'on fait avec mes équipes, c'est qu'on regarde votre profil aujourd'hui. On examine avec vous qu'est-ce qui est possible. Et après, on vous emmène pour pouvoir multiplier les investissements et arriver à faire votre premier investissement. Donc déjà, un gros pas, bien comprendre de votre côté qu'est-ce que ça veut dire. Puis après, progressivement, passer à 200, 500, 1 million, 2, 3, 4 millions, 5 millions d'investissements en fonction de là où vous voulez aller. Donc là, vous pouvez prendre directement un call avec moi ou avec certaines personnes de mes équipes qui sont en dessous. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver là-dedans et je vous dis à très très vite.